Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Guillaume, bienvenue dans le podcast. Hello Justine, merci. Je te laisse te présenter, toi et tes activités professionnelles. Alors, je m'appelle Guillaume Babouin, j'ai 31 ans, je suis français, originaire de banlieue parisienne, dans les Yvelines, et je suis mannequin depuis maintenant 13 ans. J'ai commencé à mes 18 ans. En parallèle, j'ai une carrière de boxeur. Donc, j'ai été boxeur professionnel de boxe thaïlandaise de mes environ 23 ans à 27 ans en professionnel, mais évidemment j'ai une longue carrière amateur avant, où j'ai commencé durant mon enfance, mon adolescence, et aujourd'hui j'ai laissé la boxe du coup, en tout cas professionnellement, et je me tourne vers l'acting et vers la cascade. Chouette. Ouais. L'acting, parce que en fait, c'est une suite. J'allais pas dire une suite logique, mais c'est une suite dans le travail que j'ai déjà fait, parce que j'ai eu l'occasion de tourner dans certaines publicités. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à tourner, encore plus en vidéo qu'en photo. Et je me suis dit, faut que je continue à revenir sur des sets et à continuer de tourner. Et donc pour ça, forcément, le next step, c'est l'acting. Et au niveau de la cascade, j'ai un ami qui m'a parlé de ça en 2021, après le Covid, et qui me disait que les mecs qui combattaient dans les films, en fait, c'était des cascadeurs. Et parce que pour moi, les cascadeurs, c'était celui qui saute de 20 mètres, tu vois, et qui tombe. Et donc, quand il m'en a parlé, je me suis dit, mais c'est pas du tout fait pour moi. Et mais si, avec le côté combat, la boxe, tout ça, ça pourrait être pas mal. Moi, je connais 2 cascadeurs à Londres, et qui sont dans un registre qui s'appelle les British Stunt Register. Et ils en vivent bien, ils font ça. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur ça. Et il se trouve que c'est très difficile d'y rentrer, parce qu'il faut que tu valides 6 disciplines sportives. Mais après de longs mois comment je pourrais dire, de réflexion, je me suis lancé dans ce projet, et qui va très bien avec mon projet d'acting, tu vois. Parce que le but serait que les deux se rejoignent. Et si ça se rejoint pas, ça se fera en parallèle. Parce que tu as besoin du coup d'un diplôme pour certifier que tu peux être cascadeur sur Internet, c'est ça ? Alors, à Londres, en Angleterre, c'est très différent d'en France. En France, je pourrais pas expliquer parce que je me suis pas énormément renseigné, mais je sais qu'il y a pas mal d'écoles, pas mal d'associations, pas mal de groupes de cascadeurs qui font ça, et ensuite, par connaissance, ils arrivent à se placer sur des films. Alors qu'en Angleterre, pour travailler déjà dans la cascade, il faut que tu rejoignes ce groupe, les British Stunt Register. Il y a des cascadeurs qui ne rejoignent pas ce groupe et qui arrivent à trouver à gauche à droite deux trois comment on appelle ça, 2-3 jobs, mais pour être sur les grosses prods, souvent c'est des coordinateurs de cascade qui font partie de ce groupe et qui savent que c'est difficile d'y rentrer. Donc en fait, après, c'est une sorte de petit milieu fermé. Et donc en fait, pour cela, ils mettent des tests qui sont quand même assez élevés, parce qu'ils demandent un niveau entre guillemets d'instructeur pour chaque discipline, pour qu'ensuite ça soit un petit groupe, et qu'ils savent que leur cascadeur soit physique. Ça veut pas dire encore qu'ils savent faire la cascade, mais ils sont physiques, ils sont prêts pour le set. Et en fait, pourquoi je me suis tourné vers ça ? Parce que du coup, je connaissais ces 2 personnes qui m'en ont parlé. J'ai vu ce qu'ils faisaient, les prods sur lesquels ils étaient, et j'ai compris qu'en fait, les prods hollywoodiennes, quand elles viennent en Europe, la première base où elles arrivent, c'est les Pinewood Studios, c'est à Londres. Et donc, je me suis lancé dans ce projet qui va très bien avec la suite de mon projet de boxe, parce que je suis quelqu'un de très sportif de manière générale. J'ai performé dans la boxe, mais j'ai toujours été sportif depuis petit, et donc ça, c'est une suite logique.
Du coup, tu voudrais idéalement être cascadeur à la fois en Angleterre et en France, ou vraiment c'est l'Angleterre qui t'intéresse pour l'instant? Je veux rejoindre ce groupe et on verra où ça me mènera parce qu'ensuite, les opportunités, elles peuvent être mondiales en soi, hein. Ça peut être en Angleterre, en France, mais ça peut être aussi aux États-Unis ou en Asie. Donc, en soi, aujourd'hui, le monde est petit. C'est clair. Alors là, ça va pas être chronologique parce qu'on reviendra sur toute ta Ouais, y a pas carrière de de souci. boxeur après, mais tu parlais justement de fin de carrière et de suite de carrière. J'ai reçu dans le podcast Laura Auger, que tu connais peut-être, qui a Oui. fait la natation synchronisée au niveau olympique et qui, justement, quand je l'ai reçue, avait terminé sa carrière et m'a dit, mais en vrai, quel sujet la fin de carrière, enfin, c'est le pire moment Ah, c'est niveau, très enfin, elle a difficile. fait une dépression et tout ça. Ah, mais je comprends. Ouais, je veux savoir justement ouais, comment toi t'avais vécu le fait de choisir d'arrêter ta carrière quoi. Ouais. Alors, je comprends totalement comment elle l'a perçu parce que parce qu'en soi, j'ai lu pas mal de bouquins suite à ma carrière et qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait comprendre qu'en fait, on se... Alors la plupart, évidemment, je pense que tous les athlètes sont différents, mais qu'on s'identifie à notre sport. Donc moi, j'étais Guillaume le boxeur, moi dans ma tête, et la perception des gens, que les gens avaient de moi, c'était Guillaume le boxeur ou Guillaume le mannequin. Mais je préférais Guillaume le boxeur parce que j'ai travaillé dur pour ça, parce que c'est ma passion, parce que c'est ça qui me... Je sais pas, ça qui me plaisait. Et donc en fait, quand on arrête une carrière de haut niveau, bah, on a l'impression de perdre notre identité. Et mine de rien, c'est ça qui est très 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 difficile. En plus de se dire que bah, en boxe, tu as de l'adrénaline, tu as tout ce qui va avec, t'as les amis du gym, tu as les entraînements, tu as le coach. Moi, j'ai toujours aimé le côté humain dans le sport. Et c'est vrai que bah, ça, forcément, tu le perds. Et pendant quelques temps, ça peut durer quelques mois, comme ça peut durer sur quelques années pour certains, bah, tu as une sorte de petite perte d'identité et il faut que tu comprennes que tu es toi et que, et que tu n'as pas besoin d'un sport ou d'une activité pour être qui tu es. Et donc, pour reprendre ta question, comment moi je l'ai vécu, c'est ça que tu m'as demandé. Moi, ça a été difficile et en même temps, les événements ont fait que ça a été plus facile que certains. Dans le sens où je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que je ferais quand j'arrêterais et comment je le vivrais, justement. J'avais une appréhension de ça. Et en fait, euh, j'ai eu, en 2019, j'ai gagné les championnats d'Europe WBC. Donc c'est une ceinture très prestigieuse en boxe. Et de là, après cette ceinture, pour la première fois de ma vie, j'ai une petite perte de motivation pendant les 2-3 prochains mois suivant cette ceinture parce qu'en fait, j'avais accompli quelque chose dans le sens où euh, j'aimais combattre pour les titres, pour les ceintures je rentrais, je suis rentré dans le top 15 avec cette ceinture et je me suis dit, waouh, après toutes ces années d'entraînement, j'arrive à un endroit où j'aurais jamais pensé l'être et même en l'étant, j'avais pas vraiment l'impression que c'était vrai, qu'il y avait quelque chose de trafiqué, tu vois, c'était un petit peu bizarre et bref, sur cette perte de motivation, quelques mois après, du coup, mon coach me rappelle en me proposant un combat, un beau combat lors d'un beau gala à Paris, Coubertin, une salle à, je sais plus, 3-4 000 personnes et c'était une super opportunité. Et en fait, je me suis entraîné pour ce combat, mais j'avais plus la même motivation qu'avant, mis à part d'être avec mon coach, avec les combattants et de remettre ça sur le couvert. Et bref, j'arrive au combat, je perds ce combat à la décision. Et en fait, ce qui a été très dur pour moi, c'est de ne pas avoir réussi à m'exprimer dans ce combat. Euh, Parce que perdre un combat, voilà, c'est possible. Si on a donné tout ce qu'on peut, il n'y a aucun souci. Ça m'est déjà arrivé une autre fois sur une défaite encore aujourd'hui, je pense que c'est une victoire, mais c'est ok parce que tu as tout donné, tu as montré ton niveau, les gens sont contents, tu es content. Mais là, c'est une défaite où j'ai pas réussi à exprimer ma boxe.
peut-être parce que les mois d'absence, peut-être aussi parce que mon adversaire, il m'a un peu choqué au premier round. Peut-être, bref, il y a plein de peut-être. Et on pourrait en parler pendant des heures sur la psychologie du sportif. Mais suite du coup, à ce combat, en fait, il y a eu le Covid. Tu vois, 2 mois après. Ouais. Et donc, moi, j'ai eu du mal à accepter cette défaite pendant peut-être 4, 5, 6 mois. Hein. J'ai eu beaucoup de mal, mais il y a eu le Covid. Et ensuite, je me suis rompu les ligaments croisés. Ah ouais, donc là, c'est la blessure où t'as plus envie, quoi. Exact. En fait, c'est pas que j'ai plus envie, mais déjà, tu prends une claque. Parce que je me romps les ligaments croisés. En plus, j'avais déjà plus trop de motivation, entre guillemets. Enfin, pas plus trop, c'est pas vrai, j'avais moins de motivation. Et donc là, direct, je pars sur le billard 1 mois après. Opération, rééducation, 9 mois ou 8 mois. Et ensuite, j'avais toujours voulu faire du MMA dans ma vie. MMA, Mixed Martial Arts, arts martiaux mixtes. Et en fait, je m'étais rompu partiellement les ligaments croisés 6 ou 7 ans auparavant. Et le médecin, le chirurgien, m'avait dit, écoute, on va pas opérer, mais si tu veux continuer et espérer avoir une carrière en boxe, parce que j'étais pas encore boxeur professionnel, reste en boxe et va pas faire de la lutte ou du jiu-jitsu. Et donc j'avais continué ma carrière, j'en suis arrivé où j'en suis arrivé. Et ensuite, du coup, quand on m'a remis ce ligament, je me suis dit, écoute, j'ai plus trop de motivation à boxer en boxe thaï, mais je pense que il y a un petit truc encore, tu vois, qui reste, et j'aimerais m'essayer au MMA. Et donc en fait, on parlait tout à l'heure avant le podcast de l'âge. J'avais à cette période-là, du coup, 28, 29 ans. Donc on approchait de la trentaine. Et à 30 ans, on a tous une remise en question de qu'est-ce qu'on va faire pour les 10 prochaines années, tu vois. Et donc je me suis dit, peut-être que le MMA en professionnel, sachant que ça venait en plus d'être légalisé en France, ça va être mon prochain step, tu vois, mon prochain job en parallèle, évidemment, toujours du mannequinat. Et donc je me suis lancé dans le MMA. Et je suis parti même au Brésil dans une équipe de mecs qui combattent professionnellement dans des grandes organisations. Je suis revenu en France, je mettais tout, m'entraîner 2 fois par jour dessus en me disant je vais faire mes débuts en MMA. Et de là, mon coach m'a rappelé pour un combat en boxe thaï. Et moi, j'avais carrément mis de côté la boxe thaï. Même au niveau des positionnements, c'est dur de comprendre quand on vient pas des sports de combat, mais c'est totalement différent, les positions, les gardes. Et donc, il me propose un combat, et n'ayant pas le statut d'intermittent de spectacle, non, et donc, en fait, j'avais un peu besoin d'argent pour, si je voulais prendre des vacances l'été. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais refaire ce combat, comme ça, je me relance dans le fight. Et ensuite, juste pour l'argent, et ensuite, je pars au MMA. Et je m'entraîne, je vois que j'ai perdu un tout petit peu en niveau, mais ça revient avec le temps. Je fais 6 semaines de prépa. Et je vais combattre. Et là, je prends un KO au premier round. Mais non. Ouais. Ah ouais. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Je prends un KO. Mais en plus, sur ma technique préférée que normalement, moi, je mets. Et bref. Je me réveille, tout ça. Et en fait, ça a fait plus peur, évidemment, aux gens qu'à moi. Parce que, encore aujourd'hui, j'ai un petit trou noir pendant les 10-15 minutes qui suivent le KO. Et en fait, ça m'a remis toute une... Enfin, ça m'a redonné toute une... Enfin, je sais pas comment on dit ça. Ça m'a fait poser la question. Et ça m'a remis en question sur... Est-ce que tu veux vraiment aller vers le combat professionnel ou pas? Et pendant des mois, j'étais pas bien. C'est à ce moment-là, en fait, où aujourd'hui, dans ma tête, c'était déjà une fin de carrière. Mais pendant 8 à 10 mois, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je veux aller vers ça, donc le MMA, dans lequel cas, il y a une possibilité de sortir du lot, mais j'ai déjà 30 ans. Même si c'est un bel âge, 30 ans pour combattre, c'est pas forcément le meilleur âge pour s'investir dans ça. Parce qu'en fait, ça demande énormément d'investissement, et peut-être que tu n'as rien à avoir en retour. Et j'avais quand même ce côté... psychologique où je voulais
un job, tu vois, même Mm. si c'est des jobs artistiques. Et je voulais un retour sur investissement, sur le long terme. Et pendant 8 mois, c'est à ce moment-là où j'en ai souffert, où je me suis dit, remise en question de son identité, remise en question de sa personne, de ses choix, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Et c'est là où mon ami m'a parlé de la cascade. Ah voilà, c'est à ce moment-là. Exactement. Et quand j'ai vu ce qu'il fallait faire donc pour rentrer dans ce truc, je me suis dit jamais de la vie. Et ensuite, j'ai commencé à penser qu'est-ce que je vais faire. Peut-être ouvrir une crêperie au Brésil, parce que ma copine est brésilienne. Je vais peut-être, tu vois, ouvrir un café, j'en sais rien. Ou ouvrir une salle de sport, parce que j'ai mon diplôme aussi de coach. Mais il n'y a rien qui me faisait, comment dire, qui me faisait rêver. Ouais, qui donnait du sens, quoi. Exactement. J'aurais pu en soi, mais c'était que business, entre guillemets. C'était pas qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui me fait pétiller, tu vois. Et pendant ces mois, j'ai réfléchi. Et ensuite, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai toujours été sportif. Là, c'est un nouveau challenge sportif qui me donnera un retour sur investissement dans quelques années. Et donc, je me suis lancé dans ça. Trop bien. Et tu vois, sur la fin des sports de combat professionnels, alors je vais te faire vite fait mon histoire pour que tu comprennes ma question. J'ai jamais fait du sport au niveau professionnel, mais je sais qu'il y a une période de ma vie où j'ai fait pas mal de sports dans lesquels tu te fais mal, genre rugby, boxe, tu vois, j'en faisais vraiment beaucoup. Okay. Ouais, je sais qu'il y a eu un moment dans ma tête où je pense que j'ai mûri et en fait j'ai plus envie de me faire mal. Genre j'adore le sport, mais j'ai plus envie de rentrer chez moi et d'avoir mal, tu vois. Et est-ce que t'as pas eu ça à un moment donné quand t'as pris ton KO de te dire en fait j'en ai juste marre d'avoir mal? Et bon, figure-toi que non. Non, parce qu'en fait le KO que j'ai pris, je l'ai pas ressenti, j'ai pas eu mal. Tu fais juste attention à ta santé sur les quelques prochains jours, tu vois, qui suivent pour pas qu'il y ait une commotion cérébrale, pour pas qu'il y ait voilà, quelque chose qui se forme suite à ce KO. Et moi, tout allait bien, j'avais fait tous les tests. Et donc, en fait, j'en ai pas souffert bizarrement de ce KO. Contrairement à, tu vois, par exemple, la défaite dont je parlais de fin 2019, où mentalement, j'en ai souffert. Mais c'était pas physiquement. C'est plus... j'ai pas réussi à montrer, j'ai pas réussi à donner ce que je voulais donner. Alors que le KO, bah, en soi, c'est comme un accident, tu vois. On aurait refait le combat, je pense... sans être prétentieux, je pense que sur 10 combats, j'aurais battu 8 fois, ou peut-être 9. Mais ce jour-là, voilà, il a sorti un coup, j'ai pas eu de chance, comme un accident de voiture un petit peu. Et c'est un coup que voilà, enfin, je l'avais vu plein de fois, j'ai jamais pris. Et ce jour-là, je l'ai pris. Bon, écoute, c'est comme ça, il a très bien joué. Enfin, bravo à mon adversaire, mais j'en ai pas souffert, bizarrement. Et tu vois, tu me parlais de se faire mal. Les sports de combat restent dans mon cœur. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à m'entraîner tous les jours et je le referai une fois que j'ai passé ce truc de cascade. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je dédie tout mon temps aux sports qui me permettront de rentrer. Et je me fais mal dans ces sports-là. C'est bizarre. Enfin, je me fais mal physiquement, pas avec des coups, mais au point de pousser, de repousser des limites que je connaissais pas parce que c'est pas mes sports, tu vois. Donc non, je pense que j'ai un petit côté, comme tous les athlètes de haut niveau, il y a un petit côté masochiste où ils aiment se faire mal, justement. Ouais, t'arrives à le garder. Et je l'ai toujours. Ok, ouais, c'est marrant. C'est un peu bizarre dit comme non, ça, en vrai, je comprends, hein, vraiment. Mais je sais que moi, j'ai vraiment eu ce moment dans ma tête où je me suis dit, genre, non, c'est bon, j'ai plus envie. Tu vois, alors que avant, ça me paraissait évident que oui, j'allais avoir mal et que ça allait être trop cool. Bah, en fait, tu vois, tu dis se faire mal. Et moi, je l'utilise plutôt comme se surpasser, aller au-dessus être meilleur que son soi-même d'hier, entre guillemets, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait que t'es devenu professionnel et moi non, tu vois. Peut-être. Mais de base, je voulais pas être professionnel quand j'ai commencé la boxe, tu vois. Bizarrement, il y a pas mal de gens qui avaient toujours un objectif. Et moi, je voyais les pros s'entraîner. Et je me disais, waouh, ils s'entraînent trop dur. Jamais je peux... Enfin, c'est même pas jamais je veux, c'est jamais je pourrais m'entraîner comme ça, jamais je pourrais performer comme ça. Et puis au final, au fil des années, il se retrouve que t'arrives au moment où, ok, t'as tout gagné en amateur. J'avais gagné les championnats du monde, les championnats d'Europe, les championnats de France. Et en fait, bah, tu te dis, c'est what's next, tu vois, c'est quoi le next step? Et bah, soit t'arrêtes et tu fais coach
Et c'est très bien, mais c'était pas ce que je voulais. Soit tu continues à combattre et donc le next niveau, bah, tu passes pro et c'est parti. Justement, tu vas nous raconter un peu ça, parce qu'on a commencé par la fin. Ouais, c'est vrai. Mais à quel moment t'as commencé et pourquoi t'as commencé la boxe, justement? Alors, pour reprendre l'histoire du tout début, mon père est karatéka. Donc, j'ai grandi en voyant mon père faire du karaté. J'ai commencé le karaté très jeune, à 7-8 ans. Et j'ai passé ma ceinture noire à 16 ans. Je crois que c'est l'âge légal en France pour la passer, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, la même année où j'étais encore ceinture marron, du coup la ceinture avant la ceinture noire, j'avais des amis qui, eux, allaient s'entraîner en boxe thaï dans un nouveau club qui était qui venait d'ouvrir dans ma ville, le Chennai. Et ils voulaient que je vienne avec eux. Et je me disais, boxe thaï. Je voulais faire de la boxe aussi, c'est ça que je t'ai pas dit. Je voulais déjà faire de la boxe française, ou vers le kickboxing, quelque chose de plus punchy que le karaté, mais il n'y avait pas de club autour. Et quand la boxe thaï a ouvert, mes amis ont essayé de me tirer là-bas. Et pareil, pendant un mois, un petit mois de réflexion, je me suis dit, oh, boxe thaï, je sais pas, hein, ça a une réputation un peu violente, sanglante. Et puis au final, au bout d'un mois, bon, je me suis laissé aller, je suis allé avec eux, et il se trouve que ça n'avait rien à voir avec l'image que j'avais de ce sport, et je suis arrivé, et je suis tombé sur un coach pédagogique incroyable, qui m'a donné envie en fait de retourner dans ce gym, et donc j'ai commencé à y aller 2-3 fois par semaine. Et mon père m'a dit, tu peux pas lâcher le karaté juste avant de passer ta ceinture noire. Passe ta ceinture noire, c'est un diplôme d'État, entre guillemets, et ensuite tu lâcheras et tu feras ton truc. Donc pendant 6 mois, j'étais entre les deux. J'ai passé ma ceinture noire. Le jour où j'ai passé ma ceinture noire, je suis plus allé au karaté. J'ai commencé boxe. Et je pense qu'en plus d'être une discipline que j'adore, c'est le coach qui m'a fait adorer cette discipline, parce que sa manière d'enseigner et sa manière de nous parler des expériences qu'il avait en Thaïlande, tu vois, c'était incroyable. C'est comme ça que j'ai commencé la boxe. Et c'est resté ton coach ensuite en professionnel ou t'as changé? Alors, dès la première année, lui et l'autre coach m'ont dit que j'avais un petit truc en plus, un petit, je vais pas dire un talent, mais un petit truc en plus, et qu'un jour, je pourrais faire de grandes choses. Et il m'avait dit, la première année, hein, je te jure, c'est vrai, il m'avait dit, si un jour tu passes en pro, moi je te suivrai pas, parce que moi je veux me concentrer sur l'amateurisme. Lui, son truc, c'était l'amateurisme. Il voulait, il adorait comment t'appelles ça, ce statut, association sportive pour les jeunes, aller faire des championnats avec eux, tu vois. Ouais, la pédagogie, vraiment, quoi. Exactement. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai eu une longue carrière amateur. Parce que lui, il a toujours tout misé sur ça. Et donc, moi, bah, j'ai suivi le coach, tu vois. Parce qu'en plus, c'était devenu un peu comme mon mentor ou mon grand frère. Parce que c'est lui qui m'a amené en Thaïlande la première fois. C'est lui qui m'a fait découvrir le sport et au-delà du sport, l'art martial de manière générale. Et donc, moi, j'ai combattu avec lui jusqu'à l'arrivée en professionnel. Ouais. Et lui, il voulait pas s'investir de manière justement professionnelle dans l'industrie du combat, entre guillemets. Et donc, on a décidé qu'il faisait mon premier combat professionnel et qu'ensuite, je changeais d'écurie, entre guillemets. C'est fou. Il s'est vraiment tenu à ce qu'il t'avait dit. Exactement. Et moi, à l'époque, je lui avais dit, mais Stéphane, jamais je serai professionnel, je sais pas pourquoi tu me dis ça. Et en fait, après, je sais pas combien d'années, peut-être 7 ou 8 ans, est arrivé ce moment, et je me suis souvenu, et je me suis dit, bon, il a dû changer d'avis parce qu'on a vécu des belles choses. Et il m'a dit, non, je veux pas t'accompagner plus loin, trouve-toi quelqu'un d'autre. Et entre-temps, il m'avait inscrit pour passer mon DGEP, ça s'appelle, c'est un diplôme d'État pour être coach sportif, au cas où si un jour j'avais besoin de faire un peu de sous avec la boxe et que ça m'aiderait pour mon futur, tu vois. Et lors de ce DGEPS, j'avais rencontré mon futur coach du coup, qui s'appelait Rodrigo Alamos, qui était un grand entraîneur déjà à l'époque en boxe thaï en France et dans le monde entier, parce qu'il avait déjà des putains de boxeurs avec lui.
Et donc, quand je l'ai rencontré, naturellement, on s'est bien entendu, c'était top. Et donc, j'ai changé pour son gym, la Team Alamos. Et justement, au moment où tu te dis, je vais passer pro, qu'est-ce que tu sais du monde professionnel? Est-ce que tu sais, ne serait-ce que, genre, comment on gagne sa vie, quoi? Bah, t'en as entendu à parler, forcément. Mhm. Et après, en boxe thaï, ça reste on a le statut, entre guillemets, professionnel, mais il n'y a rien de professionnel, dans le sens où on prend des cachets par-ci, par-là, mais beaucoup en survivent et ils doivent faire quelque chose à côté, tu vois. Donc, ça a le statut, enfin, ça a l'apparence de professionnel, mais en soi, le statut, il est pas vraiment professionnel, ça reste très précaire. Ouais, il y a peu de sports dont on peut vraiment vivre, hein. Je pense que une fois que tu as fait foot et rugby, il reste plus grand-chose. Ouais, quand on prend un large panel de personnes, c'est vrai. Maintenant, moi, je connais en boxe des gens qui en vivent. Et aujourd'hui, il y a aussi d'autres organisations qui sont construites, qui se sont montées, qui se sont professionnalisées, qui ont offert des contrats aux boxeurs. Et donc, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est un tout petit peu plus facile, mais ça reste quand même très difficile. Mais il n'y a qu'une poignée de boxeurs, de sportifs qui en vivent. Donc, ouais, voilà. Et toi, à ce moment-là, tu avais un boulot où tu faisais des études à côté ou tu t'es vraiment consacré à la boxe? Moi, j'ai eu la chance d'avoir le mannequinat. Donc, très tôt, j'ai été scouté, on dit, trouvé dans Paris. Et en fait, le mannequinat m'a permis de pouvoir boxer et de continuer ma carrière. Alors, c'est assez drôle ce que je te dis parce que c'est un peu... comment dire Ouais, ça peut paraître antinomique. Ouais, c'est un peu de sport opposé, enfin deux activités un peu opposées, mais c'est devenu ma signature et c'est ça qui m'a permis justement de jongler entre ok, là je vais avoir un combat, je te dis au hasard en juin, bah je continue à m'entraîner pendant que je fais le mannequinat, mais par exemple à 4-6 semaines du combat, j'arrête le contrat, je me focus sur la boxe. Dès que je finis le combat, j'ai une petite semaine de récup et ensuite je me remets dans le mannequinat. Et donc c'est c'est cette manière de jongler qui m'a permis de continuer de m'entraîner et de le faire professionnellement pour le coup vraiment parce que quand je préparais mes combats, je ne faisais que ça. Ouais. Et c'est arrivé, donc tu dis qu'on t'a, j'ai oublié le terme, qu'on t'a repéré pour le mannequinat, mais c'est arrivé comment? J'imagine que c'est pas quelqu'un qui est venu dans la rue. Eh ben c'est si, ça ouais, c'est non. exactement ça, ouais. J'étais du coup au lycée en terminale. Ouais, c'est ça. Et je sais plus pourquoi, j'étais parti à Paris. Et en fait, il y a un mec qui m'a repéré à McDo alors que je venais prendre un verre d'eau. Mais c'est incroyable. Et il y a un petit mec, je dis petit mec parce qu'il est petit, mais qui s'appelait Olivier Bay, qui me regardait sur le côté pendant quelques minutes. Et j'avais repéré sa présence. Je me disais, qu'est-ce qu'il veut lui? C'est bizarre. Il est bizarre. Et en fait, il vient me voir et il me demande direct, tu fais quelle taille? Sans me dire bonjour, sans rien du tout. Et moi, je lui réponds naturellement. Ouais, 1m85, pourquoi? J'aurais changé de table, tu vois. Ouais, bizarre. Mais j'étais dans la queue. Ah, voilà. Et en fait, j'ai dit, je dis ma taille. Et il me dit, t'as déjà pensé à faire du mannequinat? Et moi, non, je dis pas du tout. Ma mère, mais je pense comme toutes les mères, elle dit, ah, tu devrais essayer, tu vois, le mannequinat et tout. Mais non, j'avais jamais pensé à faire ça, sachant que je connaissais pas du tout le milieu. Je connaissais une ou deux personnes proches de moi qui avaient essayé, qui s'étaient fait escroquer. Et donc non, tu vois, mais je suis toujours ouvert à la conversation, il me donne ses contacts, et donc je vais voir si son truc c'est pas du mytho, et en fait il s'avère que c'était vrai, que c'était pro. Il m'a donné un rendez-vous dans son agence, puis ensuite dans une autre agence. J'ai signé avec ma première agence New Madison, qui est à Paris, il y a du coup à mes 18 ans, et je suis toujours avec eux aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et le premier job que j'ai eu, c'était en janvier 2012, 2-3 mois après que j'ai signé avec cette agence, pour la Fashion Week des hommes à Paris, pour un défilé pour Acne.
Ouais, Et c'est c'est comme dingue. ça que ça a commencé. Ouais. Puis tu te dis, en plus, c'est vraiment un métier. Enfin, tu vois, apprendre à défiler, typiquement, quand tu l'as jamais fait. Qu'en plus, à côté de ça, t'es boxeur. Enfin, c'est vrai que ça coule pas. C'est pas évident, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as parfois 2, 3 agents, enfin, en l'occurrence, le boss de mon agence qui m'avait montré 1 ou 2 fois. Et donc j'avais dit, bon, ok, on va essayer, mais voilà, je suis arrivé là-bas. Et d'ailleurs, j'avais rencontré des mecs mannequins qui me disaient, ah, moi j'ai toujours un peu l'appréhension. Moi, personnellement, j'ai aucune appréhension dans le sens où, je vais juste marcher, c'est pas quelque chose de dangereux. J'ai toujours eu cet aspect boxe où je sais que monter sur un ring, c'est dur. Je sais qu'il peut se passer quelque chose. Et donc, en fait, tout le reste autour de la boxe, j'ai jamais eu peur ou le trac de faire quelque chose en dehors de monter sur un ring, tu Ouais, vois. t'as pas tellement d'égo là-dessus, quoi. Ouais, exactement. Je pense que ouais, vraiment zéro ego pour le coup parce que toute mon énergie était dans la boxe et je me disais c'est tellement dur de monter sur un ring et de remonter sur un ring et de remonter sur un ring que tout le reste en fait c'est que je le prends comme un jeu, tu vois. Enfin, dans le sens où c'est un kiff, c'est un plus, ça me permet de prendre un peu de sous et de rencontrer des super personnes, des gens passionnés aussi par un autre monde, par d'autres choses. Et donc, en fait, t'apprends beaucoup. J'ai eu la chance de voyager pas mal aussi. Donc, tu rencontres différentes personnes de différents horizons, avec différentes cultures. Enfin, c'est une chance, c'est un kiff. Et c'est quand même marrant au bout d'un moment de te dire, t'as commencé quand même à être mannequin comme boulot alimentaire. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai que... Mais de base, j'étais encore dans les études. Et du coup, fin de terminale, on se pose la question quand même. Je demande à mes parents, vous en pensez quoi? Et un des deux me dit, mais tu devrais essayer. L'autre me dit, tu devrais continuer les études. Et je sais pas, je me dis, tu sais quoi? Je vais juste quand même continuer les études. Je prends un premier diplôme et après, je me lance. Enfin, je me lance ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas toi qui décides. C'est si t'as du taf, euh, tu travailles dans ça. Et donc, en fait, je fais un DUT technique de commercialisation. Je fais une première année. Et la deuxième année, je commence à avoir pas mal de requests, de jobs qui viennent. Je dois sauter les cours alors que c'est quelque chose que je faisais pas avant. Et donc là, je me dis, ok, c'est le moment où il faut juste que j'arrive jusqu'à mon diplôme. Je valide mon diplôme et je me lance en fait. Ah Et oui, donc donc, tu l'as validé quand même. ouais, j'ai validé mon diplôme et ensuite je me suis laissé 2 ans. Je me suis dit, voyons voir ce que ça donne. Et voilà, ça fait 10 ans. Et est-ce que... Ouais, c'est fou. Est-ce qu'à ce moment-là, donc tu dis qu'un de tes deux parents, tu disais d'essayer et l'autre non. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de tout ça? Parce que déjà, j'imagine, enfin, rien que le fait de dire je suis boxeur professionnel doit inquiéter tes parents. Tu vois, non? Ça- Ouais, mais c'est venu par la suite, boxeur Ah ouais? professionnel. Oui, ouais. Parce que du coup, j'avais 19 ans Mhm. et je faisais de la boxe pour le kiff. Enfin, en association, 3 fois par semaine. Et donc, en fait, père karatéka, ça a jamais inquiété. Maman, forcément, ça inquiète toujours un peu. Donc, mes premiers combats, tu vois, ma mère, elle avait un peu peur, forcément. Et ensuite, quand elle a commencé à voir que je gagnais, elle s'est dit, ok, je vais aller le voir de temps en temps combattre. Donc je pense que, ouais, ma mère, elle a toujours un petit côté inquiet par rapport à la boxe. Euh, Mon père, peut-être, ou peut-être pas, je sais pas, il le cachait plus. Et en tout cas, il était toujours là avec des bons conseils. Parce qu'il sait déjà un peu plus, tu vois, ce que c'est d'aller combattre. Et donc, par rapport au mannequinat, c'est ça que tu me disais? C'était pour les deux métiers, donc vas-y. Ah ouais, et par rapport au mannequinat, en fait, quand un disait lance-toi et l'autre non, c'était pas dans le sens non, fais pas ça, c'était plus dans le sens fais tes études et ensuite tu verras. Et l'autre disait bah écoute, peut-être que c'est une opportunité qui est maintenant justement qui va, parce qu'on connaissait pas, tu vois, ce genre de job. Peut-être que c'est que à 18 ans jusqu'à 20 ans et on se dit souvent ah, faut être jeune, sinon après ça marche plus. Tu vois, donc il me disait bah lance-toi maintenant et t'auras tout le temps de reprendre tes études plus tard. Et au final, j'ai fait les études. Et ensuite, je me suis lancé et voilà. Et entre-temps, alors je sais plus quand est-ce que j'ai appris, mais j'ai compris que les hommes mannequins pouvaient durer, tu vois. Ouais, plus longtemps que les femmes, en vrai. Ouais, enfin, sur 100, on va dire, Ouais, oui. en Les moyenne. hommes, à 30 ans, t'es plus homme qu'à 20 ans où t'es C'est plus vrai. jeune. Et donc j'avais rencontré 2, 3 mannequins qui avaient 35, 40 ans
Et je me disais, bah, ok, s'ils le sont, moi aussi, je peux. Ouais, c'est clair. Puis après, justement, je trouve que tu es assez malin dans les choix que tu fais, puisque maintenant, tu vas aussi, tu t'ouvres aussi à la cascade, à l'acting, tu vois, donc tu prépares aussi l'après, je Ouais. pense. Dans tout ce que je fais, il y a toujours un objectif, Mm. que je le dise ou non, il y a toujours une arrière-pensée avec un objectif. Et bah forcément, à 18 ans, pas forcément, parce que t'es là, tu prends un peu ce qu'il y a, t'essayes, l'expérience, tu vois ce que ça donne. Mais si j'avais vu qu'au bout de 2 ans, j'avais pas fait d'argent, bah, je serais reparti vers autre chose, ou je me serais peut-être consacré encore plus à la boxe et je serais parti vivre en Thaïlande, on ne sait pas. Mais, euh, mais ouais, j'ai toujours essayé de garder en fait 2 activités en même temps, parce que le mannequinat, ça reste quelque chose de très... Je saurais pas comment dire, c'est quelque chose de très... Fluctuant. Ouais, fluctuant, exactement. En fait, tu peux travailler super bien 1 mois ou 2 et rien avoir pendant 4 mois, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé, hein, je te dis ça vraiment, j'ai déjà pas travaillé dans le mannequinat pendant 5 mois. Et c'est à ces moments-là où si t'as rien à côté et que tu attends que ça vienne, voilà, c'est là où les gens, ils pètent les plombs, ou alors ils sortent tout le temps, ou alors tu vois, ils se noient dans quelque chose d'autre. Et moi, en fait, j'étais pas en attente, parce que du coup, moi j'étais dans la boxe. Moi, j'avais mon entraînement tous les jours. Ça vient pas, bah, je me considérais comme boxeur. Et si ça venait, bah parfait, hop, ça me renflouait les caisses. Et j'ai toujours eu ce côté à avoir 2 choses. Et donc là, c'est la même chose avec l'acting et la cascade. Je sais que l'acting, ça reste un métier d'artiste. Et ça peut ne pas venir pendant 10, 20, 30 ans, ou peut-être jamais, comme ça peut venir dans un an, et ne plus venir du tout. Et donc, en fait, avec la cascade, qui reste quand même un métier artistique, mais un peu Très spécifique. ouais, très spécifique. On a moins. Je sais que, voilà, je pourrais jongler sur les 2 tableaux, et quand l'un marche pas, l'autre marchera, C'est et clair. vice-versa. Puis la question du fait... Enfin, je refais ma question. Le sujet des fluctuations de salaire, justement, quand tu fais du mannequinat et de la boxe en même temps, c'est vrai que tu le disais un peu plus tôt, t'as pas le statut d'intermittent. Ouais. C'est que toi, du coup, quand tu travailles pas pendant 4 Moi, mois, il y a c'est zéro. zéro. Quoi. Ouais, zéro. Comment tu l'appréhendes, ça? Je pense que c'est ça qui fait que je suis encore là aujourd'hui aussi. C'est que j'ai toujours fait attention. Et donc, du coup, les mois où je gagnais bien, c'est pas les mois où je dépensais. J'ai toujours essayé de garder un petit coussin pour justement être OK pendant les mois où je touche rien. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvé, et qui fait que je suis encore là aujourd'hui à être mannequin, parce que j'ai plein d'amis qui ont arrêté, parce que bah voilà, il n'y a plus d'argent, il faut aller trouver un autre job. Tu trouves un autre job, mais ensuite tu as l'agence qui te rappelle, ah tu peux pas parce que bah, t'as tes obligations, et du coup bon, une fois ça passe, 2 fois, et au bout d'un moment, l'agence a dit bon, il est plus dispo, et voilà, tu vois. Et est-ce que toi, les mois où t'as zéro, t'arrives à te dire ça va revenir? Est-ce que t'as pas ce truc de dire imagine, on m'appelle plus jamais? Bah si, forcément, tu te poses la question. Si, aujourd'hui je suis arrivé à un moment où je sais que ça va revenir. Ouais. Mais parce que j'ai l'assurance, j'ai la confiance, je vois comment ça marche. J'ai 30 ans, je suis dans mon âge où je me suis toujours dit, quand j'avais 20 ans, 22, 24, je voyais des mannequins qui marchaient trop bien. Et moi, j'ai jamais explosé, tu vois, j'ai toujours marché correctement. Et je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit à 30 ans, je vais être bien. Tu vois, je me suis toujours dit ça. Peut-être parce que mon agent me disait, ah, tu seras mieux à 30 ans, ou des gens dans le milieu me disaient ça. Et là, je sais que j'arrive dans mon bel âge, et en plus, j'ai mes projets à côté. Mais du coup, si je me suis dit, en fait, bah, si j'ai plus, bah, moi, j'avais le diplôme de coach que mon coach, il m'avait, tu te souviens, il m'avait entraîné dans ça. Et donc, bah, j'aurai toujours le coaching. Et d'ailleurs, j'ai coaché un petit peu vers ces âges-là, vers les 24, 25 ans. J'ai fait un peu de coaching en privé, aussi dans une salle de sport. Et puis voilà, ensuite, c'est revenu. Tu vois, et il y avait un petit trou. Ensuite, le mannequinat est revenu. J'ai laissé le coaching. J'ai remis un petit peu dedans. Et puis Ouais, voilà. Oui, encore une fois, tu as toujours réussi à jongler de manière à ce que ce soit pas la galère. Exactement. Quoi. Mais ce que moi j'avais du mal avec le coaching, c'est que j'avais ma carrière pro en même temps. Et du coup, boxe, je mangeais matin, midi et soir. Et du coup, je me suis dit, en fait, quand j'ai les combats,
Je préfère me focus que sur mon entraînement plutôt que d'aller coacher en plus à côté et de manger que boxe matin, midi et soir. Ouais, t'as eu raison. Mais parce que j'ai eu aussi la chance d'avoir les opportunités du mannequinat. Ouais, puis je pense qu'il y a une question aussi genre financière dans ces moments-là où il faut que toi tu saches à quel point tu peux t'arrêter, enfin de combien tu as besoin. Bien sûr. Parce que sinon tu peux toujours multiplier les activités et faire que ça en fait. Totalement. Mais il faut savoir quand est-ce que tu peux te permettre de pas le faire. C'est ça aussi, c'est que j'ai jamais été... Tu vois, je me suis toujours dit, jeune, l'argent c'est important, il faut de l'argent. Mais après, je me suis dit, faire ce que tu kiffes, c'est encore plus important. Et donc, il y a des fois où j'ai même dit non à des opportunités parce que je pouvais encore vivre de mon coussin, entre guillemets. Et je me suis dit non, je me focus sur ça parce que ça, pour moi, c'est plus important que un salaire, entre guillemets. Mais parce que j'en avais pas besoin à cette période. 2 mois après, je t'aurais peut-être dit ah non, j'ai été obligé d'aller coacher ou quoi que ce soit parce que justement j'étais dans un moment critique. Ouais, c'est les moments où il faut jamais dire je le ferai jamais quoi. Ah oui, tu gardes toujours moi une je suis toujours ouvert, bien sûr. Et d'ailleurs j'ai toujours une porte un peu ouverte parce que t'en as peut-être besoin un jour. Ouais. Et à quel moment t'as commencé à prendre des cours de théâtre? Alors les cours de théâtre, ça a commencé après ma première pub que j'ai bookée avec mon agence. J'ai fait une pub pour G-Star X Zalando. En fait, ils faisaient leur premier partenariat. Et je me suis retrouvé à voyager à Sofia, en Bulgarie, si je dis pas de bêtises. Et je suis arrivé sur le set. Oh là là, je me suis dit, c'est quoi ce truc de dingue? Il y a 100 personnes à gauche, à droite. Je devais faire une cascade. En plus, monter sur un mur, il y avait 3 mecs qui me tiraient. J'étais dans un harnais. Il m'a dit, t'as pas peur du harnais? Comment? Bulgarie, ils sont impressionnants pour les pubs. Ils sont incroyable. trop forts. Ouais. C'était incroyable. Green screen, tu vois, écran vert. Et au-delà de ça, c'était une prod. Je croyais que j'étais à Hollywood. Et alors que moi, j'avais l'habitude des shootings en photo, même sur une grosse prod, une putain de prod, tu vas avoir, je sais pas, 20, 25 personnes. Et là, je me suis retrouvé à 100 personnes, et les électriciens, et les machinistes, et le directeur, et le DOP. Je me suis dit, waouh, incroyable. Et en fait, en plus, ils me demandaient de vivre vraiment le moment. Je devais courir, tu vois, sur un 100 mètres, sauter. Et je devais pas prétendre de courir ou prétendre de sauter, comme tu peux le faire en photo. Parfois, tu prétends parce que tu vas le répéter 50 fois pour avoir la bonne photo. Là, c'était vraiment, je vivais le moment. Et je suis rentré en France, j'avais des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être sur des sets de cinéma. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je prenne des cours de théâtre. Et j'ai commencé avec un premier stage de découverte à l'Acting International. Avec Erwan, du coup, qu'on a déjà reçu dans le podcast. Où j'ai rencontré Erwan Villard. Et Christelle Amsalem, qui était aussi une coach de là-bas et qui j'ai pris aussi des coachs ensuite en privé. Des coachings, pardon. Et tu as continué, du coup, suite à cette séance de découverte, à prendre des cours? Alors, j'ai continué, ouais, mais en saccadé. Du coup, 2019, ensuite, je crois que j'ai pris une autre training avec un training d'1 semaine avec un autre coach. Ensuite, il y a eu le Covid. Je me suis concentré sur la cascade, enfin mes entraînements en tout cas. Et ensuite, j'ai fait les studios Pygmalion pendant quelques mois. Ensuite, j'ai lâché parce que je devais voyager pour le boulot. Et ensuite, je suis revenu. Et tu vois, ça a toujours été en saccadé. Du coup, là, j'essaye de faire des trainings à gauche, à droite, des masterclass. Et je sais que c'est quelque chose qui va payer dans le futur. Je sais pas quand, mais en tout cas, je prends du plaisir. Et je kiffe. Parce qu'en fait, tu te mets dans des rôles de personnages et c'est un jeu. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure, je crois, de notion de jeu. Pour moi, c'est un jeu. Ça va dans ce chemin-là, en fait, de jeu. Ouais, puis je pense que le mannequinat te permet d'avoir du coup déjà des contacts et un book pro, en fait. Les pubs que tu as tournées, tu peux les montrer quand même. Alors ouais, au niveau des photos, ouais. Au niveau des vidéos, ouais. Mais il y a quand même un truc en plus dans l'acting où tu as la parole, comment tu te comportes en parlant, comment tu prends l'espace. Et donc, mine de rien, oui, il y a un petit plus,
Et en même temps, j'ai envie de te dire non en même temps, parce que ça peut te desservir aussi sur certains trucs, parce que tu aurais l'habitude de quelque chose et il faut casser cette habitude. Donc oui et non, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Mais bon, tu verras qu'une fois que tu feras quelques cachets en acteur, tu te rendras compte que vraiment, ça va être beaucoup plus facile, je pense, que tout ce que tu as connu avant, niveau contrat et tout ça quand même. Ouais, c'est possible. C'est possible. Je sais pas. Mais tu vois, je pense pas encore au truc financier parce que pour l'instant, je suis dans l'apprentissage, je suis dans ma propre formation. Et viendra quand ça viendra. Ouais, puis là, il faut que ça reste aussi quelque chose qui te fait plaisir parce que justement, de toute façon, ça se voit à l'image. Exactement. Et c'est aussi pour ça que je veux avoir quelque chose sur le côté parce que je veux qu'à aucun moment de ma vie, ça soit une obligation. Parce que quand tu mets un métier d'artiste comme une obligation, bah tu perds le côté un peu artistique, justement, tu es en attente, tu veux faire bien et c'est là que tu fais mal. Donc j'ai toujours envie de faire ça voilà, comme un truc en plus en fait. Tu vois que je dois pas compter sur ça. C'est ça, et surtout que t'aimes bien en plus ton métier de base. Enfin, j'ai l'impression quand même que le mannequinat, ça te plaît toujours autant. Ouais, alors en fait, ce que j'aime dans le mannequinat, c'est vraiment la publicité. Donc ça reste la vidéo, tu vois. J'aime rencontrer des gens, mais en soi, la photo en soi, j'aime bien, c'est cool, mais c'est pas mon kiff comme être en film, tu vois. Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression qu'à chaque fois, genre, quand on regarde la frise chronologique de ta carrière, t'as toujours... Tu dis que t'as deux trucs en même temps, c'est vrai, mais pas... ça se... Je peux pas l'expliquer sans les mains, ce qui est embêtant pour un podcast. Ça se superpose tout le temps, mais jamais aux mêmes périodes. T'en as toujours un qui arrive au bout d'un moment, qui remplace le premier. C'est vrai. C'est pas linéaire, vraiment. C'est vrai ce que tu dis. Je pense que c'est parce que c'est le fait de semer des graines, en fait. Parce que bah 18-20 ans, c'est impossible, parce que tu débutes. Mais c'est vrai que avec l'expérience, bah, tu sèmes des graines à un moment, elles arrivent plus tard. Ou alors tu as un peu de chance à un moment aussi, il faut l'avouer. Hein. Parfois, c'est des coups de chance. Et ensuite, ça déboule sur autre chose. Et ouais. Je pense que typiquement, le mannequinat, c'était un gros coup de chance quand même. Parce que tu serais peut-être arrivé plus tard à le faire. Mais là, se faire repérer à McDo au lycée, c'est quand même un coup de chance. Ouais. Après, pour le coup, tu vois, celui-là, c'était un coup de chance. Mais je me suis refait repérer c'est pas vrai. 2-3 fois dans les années après, tu vois. Donc en soi, ça aurait pas été lui, ça aurait été un autre, mais ce qui aurait tout changé, parce que ça aurait changé les plans, les trucs, ou j'aurais eu un autre parcours. Mais oui, le mannequinat, c'était un coup de chance que je sois tombé sur ça, enfin qu'on soit tombé sur moi. Mais ensuite, le fait d'être dedans pendant des années, tu peux pas mettre ça juste sur un coup de chance. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que bah voilà, parce qu'il y a le sérieux qui va avec, et il y a comment toi t'évolues aussi dans le milieu. Se dédier à ça. Hein. Ouais, et garder la possibilité aussi de le faire. Voyager, parfois aussi, tu as des mannequins qui veulent rester où ils sont, mais mannequinat, enfin, il faut que tu vois d'autres personnes, il faut que tu vois d'autres horizons, il faut que tu vois d'autres photos. Donc parfois, il faut aller faire 2 mois là-bas, parce que ces trucs là-bas, ça va te rapporter en photo. Et je dis pas que c'est bien. Moi, j'ai adoré ça. Et si c'était à refaire, je le referais direct. Et j'en referais même plus si je pouvais. Mais t'as des mecs qui n'aiment pas forcément. Tu vois, parce que ils ont leur petit cocon chez eux. Et qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort. Et c'est pas forcément tout le monde qui aime ça. Et puis j'imagine qu'il y a un moment où si tu as une vie de famille, tu as aussi envie d'être plus là. Il y a des étapes de vie pour faire les choses aussi. Ouais, exactement. En arrivant à un certain âge, c'est sûr. Après, c'est où sont tes priorités et qu'est-ce que toi, tu veux dans ta vie pour toi. Et ensuite, une fois que tu te poses ces questions, bah, tu te diriges vers un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de mauvais côté, c'est juste soit en fonction de soi. Et que ce soit en tant du coup que boxeur ou que mannequin, c'est vrai que c'est quoi la plus grande richesse de chacun de ces métiers-là? Aïe, aïe, aïe. La plus grande richesse de la boxe, c'est le surpassement, les rencontres, en particulier en boxe thaïlandaise, la culture thaïlandaise. Donc le fait d'être là-bas et ici, c'est totalement différent au niveau des box et même des gens que tu rencontres. Et l'humilité, parce que tu te rends compte qu'il y a toujours meilleur que toi, même le meilleur des meilleurs,
Un jour, il y a meilleur que lui. Et, euh, et la richesse au niveau du coup du mannequinat, c'est le fait de pouvoir voyager et du coup de rencontrer des gens d'horizons différents, d'arriver dans un milieu de passionnés, parce que tous les gens autour du mannequin, ils sont pas arrivés là par hasard, contrairement à toi. Et donc d'apprendre de ces gens, de connaître leur parcours et par rapport au voyage, de connaître d'autres pays et d'autres gens. Et de pouvoir vivre dans des pays où tu aurais peut-être fait des vacances, mais ça n'a rien à voir. Tu rencontres, tu connais un autre pays quand tu y vis, tu vois, que des vacances. Oui, parce que là, c'est des pays où tu restes du coup souvent, longtemps. Ouais, c'est ça. En général, tu fais des contrats de 2-3 mois. Et, euh, et donc voilà, j'ai eu la chance d'aller tu vois, au Japon, par exemple. Le Japon, c'est incroyable, mais d'y vivre, c'est encore plus incroyable que de les découvrir. J'ai eu la chance d'aller à Sydney, au Cap, en Afrique du Sud, à New York, à Los Angeles. Et tout ça, j'aurais jamais pu le faire sans le mannequinat, en tout cas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe concrètement pendant 2-3 mois quand tu es en voyage? Parce que c'est vrai que c'est... Même pourtant, en n'étant pas très loin de ce milieu, j'aurais jamais parié sur une durée de 3 mois en voyage pour un contrat de mannequinat. Je suis curieuse de savoir comment ça se décompose. Ouais, en fait, il y a deux... Quand on dit contrat, il y a deux types de voyage dans le mannequinat. Il y a le voyage où tu es à Paris, il y a un client qui te veut, tu fais un contrat, il shoot pendant 3 jours, peu importe où. Tu vas, tu reviens. C'est pas de ces contrats-là dont je parle. Les autres, c'est tu te déplaces par tes propres moyens. Donc, tu as ton appartement, tu payes ton billet d'avion. Tout ça, c'est avancé par l'agence qui te veut... on va prendre l'exemple, par exemple, à New York. Donc, ils avancent ça. Et ensuite, ils le redéduisent sur tes prochains contrats de travail. Mais rien ne te dit que tu vas travailler en arrivant là-bas. Sauf l'agence qui croit en toi et qui dit « Nous, on a besoin de toi, on veut toi, puisque on te veut parce qu'on aime ton profil et on pense que tu vas travailler ici. » Et donc, en fait, c'est juste une question de confiance de « Ah, les agents, ils pensent que je vais travailler. Bah oui, c'est l'opportunité pour moi d'aller travailler, de voir le pays, de rencontrer des nouveaux agents et qui me dit que quand je reviendrai en France, bah peut-être que eux ils me reprendront justement pour ce contrat de je pars 3 jours, je reviens. Donc c'est plus des sortes de de semer des graines et d'opportunités en fait. Et généralement, ça, c'est rentable, du coup, d'aller passer 3 mois. Souvent, quand ils te disent qu'ils pensent qu'ils peuvent te faire travailler, ils arrivent effectivement à te faire travailler. Bah ouais, mais rentable oui et non dans le sens où j'ai déjà fait des voyages qui ont juste servi à payer mes dépenses Ouais. avion, appartement et mes petites dépenses de nourriture sur place et je reviens avec zéro. Mais une expérience de dingue parce Ouais, que c'est tu as clair. vécu 2-3 mois dans un pays entre guillemets même si tu as perdu 500 euros, tu vois, c'est Ouais, c'est incroyable. clair. Ah, je savais pas du tout que Et ça par se faisait. contre, évidemment, oui, il y a plein de fois où enfin, c'est rentable. C'est même, tu fais de l'argent en partant parce qu'ils ont confiance en toi et que ça marche. Mais ça m'est déjà arrivé, ouais, ouais, 2 fois où je suis parti et je reviens avec zéro, mais expérience de dingue. Ouais, c'est marrant. J'avais vraiment jamais entendu parler de ça. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est drôle. Et moi aussi, j'avais la chance toujours de trouver une salle de boxe. Tu vois, quand j'allais à l'étranger. En fait, c'est pour ça que je te dis, c'était en parallèle parce que il n'y a rien qui me retenait ici, à part si j'avais un combat dans les prochaines semaines, parce que je pouvais m'entraîner partout. Il suffit juste de trouver le bonne salle, le bon coach, la personne avec qui tu t'entends bien, et tu continues à t'entraîner. Et donc les jours où tu travailles pas, moi j'allais à l'entraînement, je faisais mes trucs. Et voilà, c'est comme ça que j'arrivais à avoir aussi mon hygiène de vie. C'est arrivé à changer de coach, même en restant à un très haut niveau quand tu changeais de pays? Alors, professionnellement, c'est beaucoup plus dur. J'ai envie de te dire non. Je l'ai fait durant toute la carrière amateur, mais en pro, j'ai toujours. C'est à ce moment-là où je suis resté plus en France avec mon coach à préparer les combats parce que ouais, c'est trop différent. Tu t'apprends toujours mais tu peux pas préparer un combat à l'étranger. Donc tu peux juste
continuer et garder le rythme pour que quand tu reviennes, tu sois encore dans le rythme, tu vois, parce que c'est ça le plus dur à reprendre. Si tu arrêtes 2 mois, le rythme des entraînements, le coup d'œil en bord, et tout, tu le perds assez rapidement. Et tu nous parlais du coup donc du fait que dans tous les cas tu faisais de la boxe quotidiennement, mais que les 6 semaines avant un combat c'était focus box. Ouais. Qu'est-ce qui se passe de plus les 6 semaines avant un combat? Les 6 semaines avant un combat, tu as une vraie préparation avec un vrai emploi du temps à 2 fois par jour, 5 à 6 jours sur 7. Et alors que en dehors des combats, on va dire tu es plus à 1 fois par jour pour juste garder le rythme et toujours continuer à t'entraîner, mais tu surdoses pas parce que mine de rien 2 fois par jour, pour tous les sports c'est beaucoup, ça demande beaucoup de prouesse physique et tu peux pas le faire sur du long terme. Donc en fait c'est vraiment ça qui changeait. Je rajoutais aussi des prépas physiques. Ouais, c'est ça qui change. Ouais, j'imagine que tu as toute l'étude de l'adversaire aussi. Exactement, tu as l'étude de l'adversaire, comment toi tu vas préparer le game plan, comment tu vas bouger et voilà. Et en fait, tu as un objectif, donc tu deviens focus beaucoup plus à l'approche d'un combat. Je conclue toujours avec la même question que tu connais peut-être. Si tu devais parler au toi enfant aujourd'hui qui commence le karaté typiquement, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais au moi enfant? Ça va peut-être paraître bateau et je suis sûr que tu as déjà d'autres invités qui ont dit ça, mais de croire en soi, de croire en ses rêves, de s'écouter et de se battre pour ses rêves entre guillemets, mais pas non plus d'être bête au point d'aller seulement dans un entonnoir et que si ça marche pas tu sois bloqué. Ouais, je pense que ça serait ça, d'aller au bout de ses rêves, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas possible, que c'est pas un métier, mais en fait ils parlent pour eux mais pas pour toi. Après faut pas être stupide non plus au point de tout mettre dans une case et de tout donner pour ça, et si ça marche pas t'es obligé de faire des petits trucs, des petits boulots à côté et tout. Donc je pense que avancer avec prudence mais le faire quand même. Voilà, exactement. Avancer avec prudence mais déterminé à le faire quand même. Merci beaucoup d'être venue dans le podcast. Merci Justine. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.